Salut à tous, bienvenue dans l'école des facs, je suis Android 482 et bienvenue dans le premier podcast par les bots pour les bots. Avec moi ce soir, bien sûr, R2D2, on ne le présente plus, bonjour R2D2. Bien sûr, R2D2, tu nous parleras de comment on vit en tant que robot dans un monde d'humains. Bien sûr, on aura bien sûr avec nous Magimix, le mixeur de l'espace. Et bien évidemment Loïc82 qui est un bot Twitter qui a près de 4000 abonnés. Alors RT si Tetris. RT. C'est un Pokémon en fait. Pokémon RT. Alors premier débat de l'émission aujourd'hui, Donald Trump est-il un bot? RT. Bon, pas mal, bon. Un avis qui se défend. R2D2 à toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu nous entends Sexe, bien. politique, absurde, internet, numérique et gadgets en tout genre. Bienvenue dans l'école des facs. Bonjour, bonsoir. À son pic démographique, la ville de Kowloon avait une densité de population de plus d'1 million d'habitants par kilomètre carré et vous écoutez l'école des facs, un podcast bimensuel de chroniques aux sujets variés parlant technologie et ou vie numérique. Aujourd'hui, on va parler GAFA et GAFA, avec en première partie une invitée de marque, Clems, du podcast Ramène ta science que l'on peut trouver sur geekzone.fr. Bonsoir Clems. Bienvenue. Bonsoir. Merci. De venir avec une chronique. Tu vas nous parler de la nouvelle ligne de... On peut applaudir. Geekzone. Oui. Tu vas nous parler de la nouvelle ligne... J'adore le web. Tu vas nous parler de la nouvelle ligne éditoriale de Facebook, c'est bien ça? Absolument. Je me demande si Facebook n'est pas en train de tuer l'information. Et en deuxième partie, nous aurons donc Loise qui va aussi nous parler de GAFA, mais cette fois avec un angle différent. De quoi vas-tu nous parler, Loise? Alors, je vais vous parler des GAFA et de leur méthode de gestion d'entreprise, pour voir si dans 100 ans on s'en souviendra comme d'Henry Ford. Dis bien. Serious business, hein. Beaucoup trop sérieux. Avec nous dans le studio virtuel, Flashty. Bonsoir Flashty. Bonsoir, bonjour à tous et je suis content d'être là avec vous aujourd'hui. Plus que d'habitude, j'ai l'impression. Ça fait plaisir. Sous-X, bonsoir Sous-X. Salut à toutes et à tous, je n'ai rien préparé pour cette émission. C'est là où t'es le meilleur. Hein. Bah t'es comme nous maintenant. On fait pareil. François Courtis, bonsoir François. Bonsoir. Moi je voudrais juste ajouter que bimensuel ça dure 2 fois par mois pour les moins malins d'entre nous. Merci Moi François. je pensais que c'était 2 fois, tous les 2 mois. Bimestriel, François, pour ta gouvernante. Ah merci. Et la suave voix que l'on vient d'entendre, c'est Kepra. Bonsoir Kepra. Bonsoir, et je suis accompagné rien que pour toi, cher Emeric, d'un compagnon. Oh, un gremlin sauvage apparaît. Bonsoir Gremlin. Ça devient malsain tout ça. mais c'est donc ça qu'il a fait, il a voyagé jusqu'à toi. C'est pour ça que je ne le trouve plus. Ça doit être ça. Je te le renvoie, hein, il a l'air perdu. Et donc sans plus tarder, on passe à la chronique de Clems. Clems, le micro est à toi. Quand Facebook perd le fil. Alors, est-ce que Facebook est en train de tuer l'information ? Attention, je parle de l'information et pas des médias. Je vous parle de ça parce qu'il y a une dizaine de jours, Mark Zuckerberg a fait une première annonce qui a sonné comme un coup de semonce pour les médias. L'algorithme qui régit le fil d'actualité qui apparaît dans votre timeline va changer. Ce sont désormais les contenus postés par vos amis proches qui seront le plus mis en avant. Pour citer Marky Mark, l'objectif numéro 1 du réseau social est de nous aider à nous connecter les uns avec les autres. Yukaidi, Yukaida, c'est joli. L'annonce
ne fait pas franchement rigoler tous les médias qui ont investi depuis maintenant plusieurs années pour développer leur présence sur les réseaux. On pense aussi à des nouveaux médias comme Brut, pensés justement exclusivement pour ce format. Bon, vous me direz, les gens pourront toujours partager eux-mêmes des articles sur leur propre feed. Oui, mais c'est sans compter sur ce qu'on appelle la loi de proximité. Alors attendez, je ressors mes cours de journalisme. Voilà, la loi de proximité, c'est une règle qui veut qu'on va toujours s'intéresser plus à quelque chose qui se passe en bas de chez soi, plutôt qu'à quelque chose qui se passe à l'autre bout de la planète. Et si ça se passe en bas de chez vous, vous aurez beaucoup plus tendance à le partager à vos amis, à votre famille, à vos proches sur Facebook, au détriment de sujets plus importants, mais qui font moins réagir. En modifiant son algorithme, Facebook cherche donc à privilégier la communication, les interactions entre les utilisateurs, plutôt que l'information. Et vous me direz, c'est normal, informer ce n'est pas la vocation première du réseau social. Mais ça risque donc de faire mécaniquement baisser la visibilité de sujets qui mériteraient pourtant notre attention. Bon, déjà, ça commence mal. Et ce n'est pas tout. Deuxième coup de tonnerre en fin de semaine dernière, Facebook veut maintenant donner des notes de fiabilité aux médias. Ou plutôt, Facebook veut que vous donniez des notes de fiabilité aux médias. Bientôt, vous allez pouvoir attribuer une note de confiance sous certaines publications. Les sources indiquées comme les plus fiables par les utilisateurs remonteront plus souvent dans le fil d'actualité. Ceux qui sont mal notés seront au contraire moins visibles. Alors, est-ce que c'est une bonne idée ? Mark Zuckerberg affirme que c'était la manière la plus objective et la plus démocratique de faire, et c'est vrai que c'est le cas. Tout le monde pourra voter. Mais est-ce que c'est un problème ? Évidemment, on peut s'interroger sur la fiabilité de cette méthode. Est-ce que des opérations de vote massif coordonnées, organisées par certaines communautés ou simplement par des personnes qui veulent troller, ne risquent pas de fausser un peu les choses ? Est-ce qu'on va pas se retrouver tous avec un feed bourré d'articles de Jean-Marc Morandini juste parce qu'un forum de petits rigolos a voté massivement pour son site ? Il faut espérer que la statistique joue dans le bon sens. On oublie souvent que ceux qu'on entend le plus sont finalement bien moins nombreux que la grande majorité silencieuse des utilisateurs. Si on prend un peu de recul, on imagine que le résultat de cette expérimentation sera plutôt modéré. Mais en vérité, je ne suis pas voyante, donc seul l'avenir nous le dira. On peut espérer aussi que, à terme, cette décision redonne un peu de crédibilité aux médias. Il faut le dire, c'est actuellement au plus bas. Attention, c'est tout frais. Le baromètre de la Croix publié aujourd'hui et réalisé par Kantar Sofres montre que l'intérêt pour l'actualité est à son niveau le plus bas depuis 30 ans. Et les chiffres le montrent clairement, Internet est considéré comme le média le moins fiable. Seul un sondé sur 4 pense que les choses se sont passées comme Internet les raconte. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Est-ce que cette nouvelle politique va aider Facebook à retrouver un peu de crédibilité en matière d'infos ? Ou est-ce qu'au contraire, l'information va petit à petit disparaître du réseau ? Attention, je dis pas que l'information va disparaître d'Internet, mais ce serait peut-être l'occasion pour d'autres supports de se développer. Et quand on sait que la radio est le média auquel la population fait le plus confiance, je me dis que peut-être que l'âge d'or du podcast est en marche. Merci Clems. Je vais commencer pour les réactions. C'est vrai que quand j'avais lu la nouvelle, ce qui m'avait le plus frappé, c'était vraiment ça, comme tu l'as dit, le risque de se retrouver avec des sources considérées comme fiables par Facebook, alors que en fait ce sont des usines à fake news, simplement parce que les gens ont voté pour le média qui leur parle le plus et auquel ils font le plus confiance. On peut le voir comme par exemple, je crois que c'est Breitbart aux États-Unis, le média principal de l'alt-right. Et c'était le premier truc qui m'avait frappé. Et le deuxième truc, c'était vraiment que je me demandais si au final ça allait vraiment servir à quelque chose. Est-ce que ça allait me faire revenir vers Facebook ? C'est une question aussi qu'on pourrait se poser. Est-ce que les gens qui sont partis de Facebook parce qu'il n'y avait plus le contenu de leurs proches, est-ce qu'ils vont finir par revenir ? Ouais, je pense que si les gens se sont éloignés de Facebook à un moment, c'est d'abord parce que ils en ont eu marre que leurs données soient utilisées. Finalement, la façon dont l'information peut être diffusée, c'est à mon sens quelque chose de secondaire. Mais après, ça reste que mon avis. Ok. Et enfin, j'aime beaucoup ta conclusion sur le fait que c'est peut-être le tournant pour le podcast. J'espère. Des podcasts d'actualité pure, on en a quelques-uns.
Maintenant, il faudrait qu'ils arrivent à percer le plafond de verre du mainstream pour que Madame Michu et autres personnes lambda se mettent à écouter des podcasts. Ça serait bien. Mais ça commence à se développer. On voit par exemple Les Croissants, qui est la première matinale d'info en ligne. C'est les premiers qui proposent ça en audio. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Si je suis très curieux de voir comment justement Les Croissants évoluent et comment leur audience se diversifie en partant des fans de podcasts vers la population générale. Mmh. Je suis très curieux de voir dans les quelques mois et s'ils arrivent à tenir des années, ce que je leur souhaite, de voir comment ça va changer. D'autant que eux, en plus, on disait qu'il va falloir que Madame Michu s'y mette. Là, c'est facile. Les Croissants, c'est une appli uniquement à télécharger. Donc après, c'est pas plus compliqué que. Ils ont grandement simplifié l'accès au contenu. Ouais. On va passer à Flashty. Quel est ton avis sur cette chronique ? Quelles sont tes réponses aux questions en fin de chronique ? Alors, entre parenthèses, juste pour revenir vite fait sur ce que vous disiez sur Les Croissants, pour moi, c'est pas du podcast, c'est plutôt une réinvention de la radio indépendante. Je pense pas que ça serait une porte ouverte vers le podcast d'information si un jour le podcast d'information se développe. Bon, bref, en tout cas. Ça, c'est mon point de vue. Ensuite, concernant Facebook, moi, je trouve que cette stratégie de recentrage de Facebook, c'est un move qui est intéressant. Parce qu'en fait, en 2015-2016, Facebook a commencé vraiment à se positionner comme un média, comme étant un portail sur lequel on peut retrouver du contenu audiovisuel, et même ils avaient commencé à vouloir faire des lives audio, donc ce qui me paraissait intéressant du coup pour les podcasts, mais qui n'a pas finalement été très développé. Et donc là, ils se sont dit, avec tout ce qui s'est passé, avec les fake news, l'élection de Trump et toute la mauvaise communication, à mon avis, qu'il fallait pour eux se recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire les interactions entre les gens et en tirer de la data pour pouvoir la réutiliser derrière. Et c'est ça qui fait la force de Facebook. Et du coup, ils redeviennent un vrai réseau social. Et là, je pense qu'on avait un peu oublié ce qu'était qu'un vrai réseau social à un moment donné. Donc c'est très bien, et pour moi c'est Twitter du coup qui doit être content, parce que Facebook pouvait essayer de lui grappiller une certaine audience qui cherchait de l'actu et du contenu, on va dire, plus entre guillemets sérieux, en tout cas. Voilà, et du coup ils vont pouvoir se reposer comme étant le réseau social d'information numéro 1, donc c'est un move qui fait du bien aux deux entreprises pour moi, donc c'est cool. J'ai une question pour toi, Flashty. Quand tu dis de revenir au vrai réseau social, du coup, pour en revenir à la chronique de Kepra sur la bulle, tu espères pouvoir avoir le même type de discussion que sur Griezmann sur Facebook plutôt que sur Twitter ? Alors justement, c'est ce que je dis, c'est que justement, on arrivera peut-être à un moment où on n'aura plus ce genre de polémique. Alors parce qu'en fait, souvenons-nous de l'époque où Facebook était justement un lieu de retrouvailles et d'informations sur nos proches et sur leur activité, et peut-être les moyens de se retrouver dans la vraie vie. Mais on n'avait pas ce genre de polémique politique ou sociale qui venait polluer ces échanges. On choisissait à qui on voulait parler, à notre groupe d'amis, et il n'y avait pas non plus de cette compétition du reach entre les pages fans. Et je pense que justement, en se recentrant comme ça, Facebook va retirer petit à petit de nos fils d'actualité toutes ces polémiques, et elles resteront sur Twitter, qui pour moi est la lie de l'humanité, même si j'aime bien y être, mais on y trouve quand même des choses assez horribles. Donc c'est très bien que Facebook... Les commentaires, c'est la lie de l'humanité. Hein ? Les commentaires en général, c'est la lie de l'humanité. Ah oui, les commentaires en général. Mais je pense que dans un vrai réseau social, au sens, c'est-à-dire un lieu de retour où on trouve ses potes, on a moins tendance à aller vers ce genre d'échanges toxiques. Ok, merci Flashty. Clems, est-ce que tu voulais rebondir sur l'intervention de Flashty ou sur la question que Souzix avait posée ? Mais j'ai pas fini. Hein. T'as pas fini ? Ah non, là, je ne m'adressais qu'à Flash. Non, j'ai... Je sais, mais je demandais à Clem si elle voulait d'abord répondre à Flashty.
Ou rebondir moi, sur ce que Flash avait dit. Il y a quelque chose qui me pose question. Alors, j'ai pas développé dans ma chronique parce que j'avais pas le temps et parce que c'est beaucoup de chiffres en plus. Mais Facebook, ils ont déjà mené une autre expérimentation en fait en fin d'année 2016. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler, où dans une poignée de pays, ils ont séparé complètement le fil d'actu du fil justement d'infos standard. Ouais. Ça serait tellement bien. Mais aujourd'hui, c'est le cas. Il y a le bouton Discover maintenant qui est sur l'appli. Alors, qui n'a rien à voir avec le fil d'actualité classique. C'est ça. Et en fait, dans ces pays-là, c'était vraiment les médias qui étaient mis à part et la fréquentation a énormément baissé parce que les gens ne les voyaient plus en fait. Et si c'est pas sous leur nez, ils vont pas cliquer. Et dans certains pays, et notamment au Cambodge, il y a de grosses suspicions sur le fait que ça ait pu servir des médias proches du pouvoir et faire taire la contestation. Pour résumer. Et c'est vrai que si les médias disparaissent, mais que d'autres pages continuent à être quand même mises en avant, ça pourrait potentiellement être dangereux aussi parce que ne plus donner accès à toute l'info. Ok. Sous X, donc ta réaction à la chronique. Du coup, Clems, tu parles de cacher la visibilité qui mériterait notre attention sur certains types d'infos. Est-ce que tu as un exemple précis ? Alors, qui peut me citer un fait divers qui s'est passé il y a moins de 2 mois Jérém Star. Ouais, Jérém Stargate, ouais. Voilà. Qui peut m'expliquer ce qui s'est passé lors de la dernière attaque chimique en Syrie ? Non. Okay. Voilà. Non. La loi de la mort au kilomètre, ça s'appelle. Ah si, moi je sais ce que j'ai vu sur RT. Heureusement, tu suis les vrais médias. Il y a pas mal de mensonges autour de ce qui se passe là-bas et que la Russie, heureusement qu'elle est là-bas. Ok, du coup, Enfin, voilà, c'est... Ouais, non, mais je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Du coup, deuxième et dernière question. Tu dis aussi que la radio sur un sondé, que Internet, un sondé sur 4, c'est de la merde, mais tu dis clairement que la population fait confiance à la radio. Pourquoi ? Est-ce que tu as une explication à ça ? En quoi la radio est plus diseuse de vérité que Internet ne peut le faire, alors que sur Internet tu peux recouper en fait tout un tas de visions différentes de l'information, d'interprétations différentes de l'information, alors qu'à la radio tu vas écouter une radio, tu vas écouter un discours et du coup on n'aura pas cette possibilité de recouper les sources. C'est une très bonne question, je te remercie de l'avoir posée. J'ai une théorie, si tu veux. J'ai une théorie aussi, alors je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais... Alors ça se recoupe, j'en ai une, ouais. Faut savoir que le fait que les Français aient confiance dans la radio en tant que média, c'est pas nouveau. La radio a depuis toujours, été en tête de ce classement-là. Avant même l'existence d'Internet, finalement. Et cause du général de Gaulle. Je pense que... alors peut-être qu'il y a de ça et je pense aussi que la média la radio en tant que média, c'est un média de proximité. Il n'y a pas du tout la même distance entre un auditeur et la radio qu'entre un téléspectateur et les gens qu'il y a dans la télé. Et je pense que cette impression de proximité a un effet sur la confiance des gens. Tout comme dans le podcast. Et après, le fait que peut-être, oui. Et après, et ça veut pas dire qu'il y a jamais de conneries racontées en radio, loin de là. Mais simplement, je pense que psychologiquement, ça joue. Ça va moins aller chercher le scoop putassier aussi, la radio. Enfin, il y a beaucoup. La radio, c'est plus un média froid, j'ai l'impression. On prend plus le temps. Ah bah, par RMC, bien sûr, qui bien sûr est... Ouais. C'est la forge, mais sinon... Il y a les radios d'info aussi, hein, qui sont quand même dans donner l'info tout de suite, le plus vite possible. Mais, ouais, ça a meilleure réputation.
Le fait qu'Internet, par contre, soit tout en bas du classement, ça, c'est pas très étonnant, avec justement tout ce qui est fake news, etc., qui se relaie beaucoup plus facilement. Ok. Si je peux me permettre, ma théorie, en fait, c'est juste que qu'on continue dans leur sujet légèrement, mais ma théorie, c'est que les radios, les gens écoutent principalement les matinales des radios, les plus grosses scores d'audience, c'est sur les matinales des radios, et les matinales des radios, c'est surtout de l'info. Et donc, les gens, en fait, relient radio, info, radio, et c'est tout. Les gens, il faut pas chercher plus loin, généralement. Ok. Merci pour cette théorie. Il y a quelqu'un qui a mentionné le général de Gaulle. C'était probablement aussi une des raisons. C'était le petit réconfort du soir pendant l'occupation. On va passer à Kepra. Quel Kepra, qu'as-tu pensé de cette chronique? Quelles sont tes réponses aux différentes questions? Alors c'est Ou intéressant. As-tu des questions? J'ai 3 points. Le premier, c'est que au-delà de l'information, je pense que Facebook a surtout un problème, ça a déjà été un peu évoqué au niveau des utilisateurs, parce qu'en effet Facebook indique qu'il cherche à redynamiser le flux des utilisateurs, mais je pense que dans la plupart des pays déjà très développés, ça me paraît un peu tard pour réussir à faire ça, donc je suis pas sûr que dans tous ces pays-là il soit encore temps pour que les médias puissent utiliser Facebook comme ils l'ont utilisé depuis toujours éternellement, parce que ça commence quand même à se tarir en termes d'usage, d'interaction, de temps passé par les utilisateurs sur Facebook. Donc de toute manière, avant cette évolution, ça commençait déjà à être sur le déclin en termes d'apporteurs de trafic majeurs et de visibilité pour les médias. Ce qui amène au deuxième point où c'est une opportunité quelque part pour les médias de voir ça arriver, c'est que au lieu de rester sur les acquis et de se dire que éternellement Facebook restera un énorme apporteur de trafic, il y a plusieurs points qui peuvent être intéressants à traiter pour eux, qui sont la visibilité à travers des échanges un peu plus personnels dans des groupes Facebook. Donc ça, j'ai vu qu'il y avait certains médias, surtout des médias déjà très natifs en ligne, qui utilisaient ça, mais où en fait ils font en sorte de créer des groupes par centre d'intérêt, par thématique d'actualité, etc., où en fait les lecteurs assidus interviennent là-dessus. Donc après, est-ce que ça correspond à tous les médias et est-ce que ça a une utilité pour la plupart des médias? Je ne sais pas, mais c'est l'un des usages qui peut être intéressant. Et l'autre point où là ça reste encore assez flou sur le potentiel, mais ça rentre dans cette logique d'internalisation au sein de Facebook, c'est avec Facebook Watch, donc la plateforme de contenu qui est censée être des contenus vidéo exclusifs, mais où au final on se rend compte que pour l'instant, donc ça n'a été lancé qu'aux États-Unis, mais les différents médias qui utilisent cette plateforme commencent déjà à l'utiliser un peu comme du YouTube, à republier des contenus existants. Et toujours dans cette notion de requalification de l'usage, de réinvention des médias, le focus sur des personnalités plutôt que des entités non plus physiques, immatérielles, c'est que potentiellement on pourrait se retrouver à un usage pour les médias proche de celui de Twitter, où on appelle les lecteurs à suivre tel journaliste, tel autre journaliste qui eux vont relayer de l'actualité. Et pourquoi pas, dans ces cas-là, garder de la visibilité, mais avec un rapport un peu plus personnel que le côté froid que peut avoir le post du Washington Post ou autre. Donc je me dis qu'il y a aussi des opportunités pour rendre ça un peu plus novateur et moins relais pur d'informations. Et le troisième point qui est plus directement lié à la conclusion, j'ai quelques doutes sur la notion de valorisation du podcast, parce que pour moi, ces évolutions ont surtout un impact sur l'apport de trafic et non pas sur l'intérêt que les gens peuvent porter à tel ou tel support pour l'information qu'ils consomment.
Donc sans d'apport pour les podcasts en termes d'apport de trafic, je ne vois pas trop comment ils sortiront bénéficiaires de ça, parce que pour que les gens découvrent les podcasts, ça nécessitera toujours une curiosité qui n'existe pas forcément à l'heure actuelle. Et comme on le disait en début de la chronique, on regarde toujours un peu ce qui se passe au plus près, donc cette curiosité pour des nouvelles sources, je ne suis pas sûr qu'elle arrive de sitôt. Voilà. C'était puissant. C'est une belle C'est un chronique. métier, hein. C'était une belle chronique. Clems, quelle est ta réaction à la chronique de Kefra? Et ben en fait, si je reprends le point 2 et le point 3, On va faire des slides bientôt, quoi. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je m'en tiens à ma conclusion parce que je pense que justement, si petit à petit les pages disparaissent au profit des utilisateurs qui vont appeler à lire tel ou tel média, comme tu le disais, c'est aussi des personnes qui seront susceptibles de relayer du podcast plutôt que de relayer des sites d'infos. Et si vous voyez plus ce que partagent vos amis, vous verrez les podcasts que vos amis partagent. Donc, ça pourrait donner plus de visibilité. Parce que c'est les podcasts. Je dois avoir une mauvaise bulle dans laquelle je fais partie, parce que déjà les gens ne partagent plus grand chose, et le peu qu'ils partagent, c'est des vidéos de chats, des vidéos de chats, des amis, enfin des photos de la famille, etc., des photos de bébés, mais des gens qui partagent du contenu concret en disant découvrez cette magnifique source d'information. Je crois que j'ai trop de journalistes en fait dans mes amis. Est-ce que je peux juste dire un truc vite fait à Clems? Vas-y. Alors, comment dire? J'ai l'impression qu'en fait, dans ta chronique, tu pars du postulat que l'accès à l'information et à une bonne information de qualité, c'était une priorité pour les gens et c'était important pour les gens. Ou en tout cas, même s'ils ne savaient pas que c'était important pour eux quand même. Moi, je pense que les gens, ils s'en foutent, en fait, d'avoir des bonnes sources d'informations ou d'avoir des trucs de qualité. On n'est plus du tout là-dessus auprès du grand public, quoi. Les gens, ils préfèrent Netflix, tu vois. Il y a quelque chose dont l'étude que je mentionnais, le baromètre de confiance qui est sorti aujourd'hui, disait, c'était une de ses conclusions, c'était que clairement, et notamment parce que les jeunes se désintéressent de plus en plus de l'actu, il va falloir que ça passe par une éducation aux médias. Il va falloir que ça passe par une éducation, justement, alors délivrée par qui ? Peut-être un jour des cours pour apprendre à bien s'informer, je sais pas. Mais en tout cas, oui, il va falloir faire de la pédagogie pour effectivement expliquer aux jeunes pourquoi il faut acheter Libération. Comment trouver les bonnes sources, comment recouper des infos, parce que tout à l'heure on parlait de recouper des infos sur Internet. C'est vrai que c'est plus facile de recouper des infos sur Internet que quand on entend un truc à la radio, sauf que tout le monde n'aura pas le réflexe de le faire. Normalement, c'est enseigné au lycée, dans les cours de SES. De SES ? Eh oui. Et il y en aura dans le tronc commun, non, des cours de SES, dans le nouveau lycée. Dans le Parcoursup. On va passer à la réaction de Loise. Alors, moi, j'étais bien embêté quand j'ai vu le sujet de cette chronique, parce que je fais partie des gens qui ne vont plus du tout sur Facebook. Ma vision de Facebook, c'est que c'est le Microsoft... à l'époque où Microsoft avait le monopole, et commençait à péricliter, à la fin des années 90, parce que il y avait une époque où tout se passait sur Facebook, où tu voulais avoir les photos de tes amis, tu voulais discuter avec tes potes, tu voulais juste partager ce que tu lisais, tu allais sur Facebook. Et j'ai l'impression que depuis maintenant 1 à 2 ans, ce n'est plus le cas. Et alors, je me suis jamais servi de Facebook comme flux RSS. Parce que au final, quand tu suis des pages d'actu, enfin de sites d'actu, et que tu vois ce qui sort, ça fait pour moi office de flux RSS. Et j'ai jamais trop compris cela. Enfin, je comprends que Facebook veut te faire garder le plus longtemps possible sur le site, et du coup, essaye de remplir toutes ses fonctions pour que tu restes, et qu'il te restreigne à son site. Mais ça marche pas trop sur moi. Et le
ce que décrit plusieurs personnes là, le fait que les gens ne partagent de moins en moins de choses sur Facebook, je le constate aussi. Les seuls qui partagent encore beaucoup de choses sur ce réseau, dans mon réseau, ce sont des gens très militants en fait. Ceux qui sont pour la cause végane, par exemple, sont ceux qui vraiment floudent ma newsfeed, sachant que j'y vais très peu, mais et du coup, je trouve cette newsfeed totalement illisible. Et je crois que c'était Cosmo qui disait ça il y a quelques épisodes. Ayons une pensée pour Cosmo. Pensée pour Cosmo. Il me manque Cosmo. Le deuxième jeune. Je n'ai jamais adopté le fait que la newsfeed ne reflète pas juste l'ordre chronologique des choses. C'est un truc qui m'échappe. Et c'est pour ça que j'ai depuis longtemps arrêté d'aller sur Facebook, qui pour moi ne fait aussi office que d'un assistant pour organiser des événements. C'est plus simple que de choper les emails de tout le monde. Donc au final, qu'il change ou pas son algorithme et qu'il essaye de rapprocher les gens, je pense que c'est trop tard, parce que maintenant les gens font des conversations privées où ils peuvent échanger à la fois photos, sons, etc. sur WhatsApp ou sur Messenger, mais c'est plutôt WhatsApp pour l'aspect un peu plus mobile. Les trucs privés, comme on faisait au tout début de Facebook, de mettre les photos de soirée, etc., maintenant ça arrive sur Snap. Enfin, c'est sur Snap. Et Insta, exactement. Mais Insta est moins privé. Et puis, si tu veux suivre l'actualité ou ce qui se dit, tu vas sur Twitter ou sur un Feedly, quoi. Ou sur lemonde.fr. Ou directement sur les sites de médias, exactement. Clem, tu as une réaction ou alors on passe carrément directement à François? Non, je suis d'accord en fait avec ça, dans le sens où on voit un éclatement on est tous connectés à 50 000 réseaux à la fois, Twitter, Facebook, Instagram, donc forcément l'info, les contenus se dispersent, et donc que l'info finisse par retourner au site d'info en direct, finalement. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'info va pas disparaître d'internet, simplement l'info va peut-être disparaître de Facebook. On va aller la chercher ailleurs. J'arrive pas à me rendre compte à quel point Facebook attire des gens, est une porte, ou un catalyseur de lecteurs qui après vont aller voir des articles sur un site d'information quelconque. J'ai vraiment du mal à avoir une idée là-dessus. Apparemment, c'est énorme. Je crois, Jean-François à peu près, mais je crois que les sites d'information ont plus de visites à travers les réseaux sociaux qu'à travers leur propre home. D'accord. Je sais pas, Clément, si tu peux me... J'ai pas de chiffres là-dessus spécifiquement, mais... je crois que ça dépend énormément des sites, mais sur certains sites, c'est clair. Mais je sais que l'expérience qu'ils ont fait là dans les pays où ils ont mis le fil d'actu d'infos à part a fait chuter la fréquentation de certains sites de 25%, un truc comme ça. Donc ça a des grosses conséquences. Et enfin, François Courtis, quelle est ta réaction à la chronique ? Pareil, plusieurs points. Déjà, un premier point qui n'irait pas dans le sens de Facebook, c'est qu'en fait, quand tu es dans la vie réelle, tu parles d'un sujet, et en fait, tu dis pas, par exemple, quand tu es à table, tu dis pas je mange, je suis en train de manger, mais tu parles d'un sujet, donc tu parles de quelque chose qui est extérieur. Et je pense que justement, le fait que tu repostes ou que tu aies sous les yeux par ton feed un article, donc que tu le commentes, c'est ce sujet externe, ce sujet extérieur, donc il peut être source d'échange. Donc je suis pas sûr que quelque part Facebook, en voulant augmenter les échanges, y arrive par ce biais. Aussi pour continuer dans la position, mais là j'irais plutôt dans l'autre côté, mais donc pour contrer un peu la position de l'Oise, c'est qu'il y a 5 ans, tout le monde a un peu lâché son RSS et l'a remplacé par Facebook justement. Surtout qu'à l'époque, Facebook, en fait, c'était, comme tu le disais, l'Oise, c'était un feed temporel. Oui, mais les gens l'ont fait parce que Google a arrêté Reader. Non, les gens l'ont fait avant. Et Source, c'est le podcast Dans ton canapé, l'épisode avec Titou de Slate.
Et Belle source. donc un podcast de Geekzone. Et où je voulais en venir, c'est que donc ils ont quitté le feed et quelque part maintenant peu à peu ils se sont retrouvés prisonniers de Facebook. Sauf que Facebook lui a aussi changé. Il a changé, c'est plus temporel, c'est plus quelque part comme un feed, mais c'est devenu algorithmique. Et moi, ce qui m'embête un peu, c'est que l'algorithme, c'est plus, il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Alors que si moi je me sens trop spammé par un site d'information, bah juste je me désabonne. Et quelque part le fait que Facebook comme ça court-circuite mes propres usages, ça me dérange énormément. Ça me gêne. Et donc ça c'est le deuxième point. Le troisième point, et là je vais changer d'un autre côté. C'est quand même le ouin les médias quelque part, parce que premièrement non mais vraiment parce que on entend que les médias sur ce thème, alors qu'en fait ça va toucher toutes les pages plus ou moins le fait que les pages seront moins présentes dans le feed, et on n'entend pas les pages de boulanger dire ah bah oui plus personne va voir ma page Facebook, ou même les marques en général. Ça, et aussi moi personnellement je ne suis aucun compte de médias sur Facebook ou Twitter, parce qu'en fait je compte sur l'intelligence populaire pour me retweeter, pour me faire remonter l'information qui est digne, qui est suffisamment buzzante ou je sais pas quoi, ou digne d'intérêt. Et à mon avis ça c'est carrément l'usage dominant chez les gens. Les gens. On a beaucoup fait de hashtag les gens pour cette chronique. Ah, et peut-être dernier point, c'est franchement, en fait, l'information c'est surcoté. On peut vivre, non mais vraiment, on peut vivre sans information et juste faire un checkpoint à la fin de la semaine avec un bon podcast comme l'école des facs. C'est marrant, c'est ce que c'est ce que dit Tim Ferriss dans son livre La semaine de 4 heures, où il essaye de t'enlever un peu les sources les sources de gaspille de temps. Il dit arrêtez de suivre les actualités, demandez juste à quelqu'un de vous dire le fait marquant une fois par semaine et ça vous suffira. Ouais, bah voilà, lis un news une fois par semaine puis c'est bon. Clems, tu as donc la parole pour la clôture de cette première partie. Je suis très d'accord avec le dernier point de François. C'est vrai que pour le coup, moi, je regarde, je suis une ancienne journaliste d'info, donc j'ai passé la vie là-dedans, à en bouffer toute la journée, et déjà, c'est pas bon, en fait, d'avoir la tête plongée dans l'information en permanence. C'est sûr de péter un plomb à moyen terme. Et ouais, s'il ne peut y avoir qu'un seul conseil, effectivement, c'est arrêter de vous surinformer pour tout ce qui concerne l'actu chaude. Et aller jouer au foot. Gardez une appli ou un site de confiance qui est fiable et consultez-le une fois par jour. Et c'est suffisant. Moi, je dirais plutôt changer de site une fois tous les jours. Parce que, à mon avis, c'est quand même très bien et quand même, malgré tout, de se faire un petit RT rechatouder pendant la semaine. Ouais, ou alors quand... Non, mais un truc qui est pas mal aussi, c'est quand tu pars à l'étranger, de pas aller chercher les chaînes françaises, mais d'aller chercher les chaînes en anglais ou dans une langue que tu peux lire à l'hôtel, parce que généralement à l'hôtel, t'as accès qu'à certaines chaînes, et du coup... ça va te forcer à aller voir ce qui se passe sur BBC World, sur CNN ou sur Al Jazeera ou sur Russia Today. Et ça permet de voir un peu le monde d'une autre fenêtre. Ouais, quand même, attention au prisme étranger, surtout sur Internet, parce qu'il y a des trucs de prisme étranger sur la France. C'est assez spécifique, notamment sur Brigitte Macron, c'est assez phénoménal. Ouais, c'est pas la peine d'aller. Non, on va pas sur ce terrain-là. C'est pas la peine d'aller en Corée du Nord pour aller faire un selfie avec Dieudonné. Allez, merci, on arrête là-dessus. On partait sur une belle ouverture, sur un bel esprit d'ouverture
tolérance auprès des autres sources d'informations. Et puis là, on dérape sur Brigitte Macron. Putain, On va vite enchaîner sur la chronique de l'Oise. Les GAFA sont-ils en train d'ubériser le paternalisme ? Alors, est-ce que les géants du web laisseront une trace dans les entreprises comme ont pu le faire certains pionniers ? Les technologies de l'information ont eu un impact considérable sur notre quotidien depuis les 20 dernières années. On accède à une source d'information infinie sans bouger ses fesses de son lit. Coucou la carte de bibliothèque. On appelle n'importe qui de l'autre côté de l'Atlantique sans débourser un centime. Coucou la carte téléphonique. Et on trouve son chemin même sans savoir où l'on est. Coucou les cartes tout court. Donc j'aurais pu continuer ma chronique ainsi, mais on n'aurait pas été très loin et j'aurais eu l'air un peu con. Si ces nouvelles technologies ont donc changé notre quotidien personnel, ont-ils vu émerger de nouvelles manières de travailler ? Pour vous situer quelques exemples, j'ai essayé de prendre les plus marquants avant l'avènement de l'informatique et d'Internet. Je les cautionne pas personnellement, mais je les cite parce qu'ils sont assez marquants. Alors il est marrant de constater déjà que 2 de ces exemples proviennent du milieu automobile, qui était l'industrie en vogue au début du XXe siècle. Le premier, c'est le Fordisme. Alors, au début des années 1900, Henry Ford décide de pousser plus loin le taylorisme et de créer des lignes de montage pour améliorer la productivité et le salaire des employés Ford. Alors, le taylorisme, c'est le fait de séquencer de manière la plus micro une activité, comme ça. Et après, chaque personne fait une tâche en répétition pour que l'entreprise et que l'usine aillent plus vite. Donc le but, c'était que les usines fonctionnent encore mieux, mais c'était également que les ouvriers puissent se permettre d'acheter ce qu'ils produisent, parce que plus l'usine produisait, plus il y avait de ventes, et donc plus le salaire augmentait, parce que le salaire était indexé sur la productivité de l'usine. Deuxième exemple, c'est le système de production Toyota, qui est appelé TPS en anglais. Toyota Production System. Donc Taishi Ono et Eiji Toyoda, qui étaient ingénieurs japonais, ont développé le système entre 48 et 75, donc ça a pris quand même pratiquement 30 ans, sur la base du modèle de production juste à temps qui a été créé par le fondateur de Toyota, Sakichi Toyoda. Donc au-delà de l'histoire, donc ce système il avait pour but d'éliminer toutes les sources de gaspillage et d'incohérence dans les processus de fabrication. Donc on a les gaspillages de surproduction, de temps, de transport, de fabrication elle-même, de stock, de gestes, de fabrication de produits défectueux et de mauvaise utilisation des employés. Tout ce système, c'est ce qui sera le terreau de ce qu'on appellera plus tard le Lean Management, et qui sera utilisé fin des années 2000, par exemple à la Poste, pour ne pas la citer. Dernier exemple un peu plus récent, et qui est aussi apparu avec le changement des natures d'emploi. Donc, quand avant la Seconde Guerre mondiale, on était vraiment dans des métiers d'industrie, et puis après la Seconde Guerre mondiale, on est passé dans les pays développés aux métiers de service. Et donc sont arrivés les open space. Donc on a un peu du mal à situer et à dater l'invention de l'open space. Donc l'open space, c'est on remplace les bureaux individuels par des places, par des grands espaces avec des bureaux non nominatifs ou nominatifs, mais sans cloison ou avec des cloisons plus basses. Le but étant de faciliter les échanges entre les personnes et d'améliorer l'ambiance de travail. Donc le premier exemple concret qu'on a, il a été fait en Allemagne à la fin des années 50 dans un cabinet de conseil qui s'appelle Quickborn, et qui a été après très très vite adopté aux États-Unis. Et donc, est-ce que dans 100 ans, on aura des exemples comme ça à citer par rapport aux GAFA ? Alors ma réponse, elle est oui et non. Alors déjà, je suis normand, donc j'ai du mal un peu à prendre de décision, mais parce que je n'arrive pas à voir si ça perdurera dans le temps. Donc je vais vous citer des exemples pour le côté oui, mais c'est des exemples qui ne s'appliquent pas partout comme peuvent le faire les exemples que j'ai cités du passé. Premier exemple, c'est Amazon qui a inventé ce qu'on appelle les pizza teams. Donc les pizza teams, c'est le fait de faire des équipes de développement informatique qui peuvent se nourrir avec seulement 2 pizzas. Alors c'est 2 pizzas américaines parce que le groupe doit être de maximum 8 personnes. Si vous faites ça en France, vous faites 4 personnes maximum, mais 8 personnes avec 2 pizzas, vous allez à l'émeute. Et alors pourquoi ils ont mis en place ces pizza teams ? C'est pas pour faire la promotion de Domino's, c'est parce qu'en fait,
si vous faites un projet avec plus de 8 personnes, il y a des études qui ont prouvé qu'on commençait à avoir des problèmes qui étaient inhérents à la taille de l'équipe. Il y avait des gens qui se masquaient ou qui travaillaient moins parce que d'autres surperformaient. On a des luttes de pouvoir, on met du middle management. Et du coup, ça fonctionnait moins bien. Un projet a plus de chances de réussir si vous avez une équipe de 7 qu'une équipe de 15. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et avec la popularité des méthodes agiles et des startups, cette pratique a encore de grands jours devant soi. Deuxième exemple, c'est Google, qui est connu pour avoir mis en place 2 pratiques managériales propres à son entreprise, qui est le 80-20. Donc le 80-20, c'est chez Google, normalement, je dis normalement parce qu'il y a des articles qui sont sortis cette année pour expliquer que c'était pas le cas, mais on est censé travailler 80% du temps pour l'entreprise et 20% pour soi-même. Alors pour soi-même entre guillemets, puisqu'après le but de développer un projet personnel, c'est de le soumettre à Google pour qu'il en fasse un produit. Deuxième aspect unique de management d'entreprise chez Google, c'est que tout est gratuit pour les employés. Le transport, la nourriture, la boisson, le sport, tout est fait en fait pour garder ses employés heureux et sur site. Ça a aussi un intérêt, c'est que c'est maintenant devenu... faut savoir que Google est the best place to work selon pas mal de sondages de par le monde. Et ça attire beaucoup les jeunes talents. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui me plairait, mais en tout cas, c'est ce qui différencie Google dans ses manières de manager. Le troisième exemple, c'est Facebook, qui lui a poussé encore plus loin le tout gratuit de Google, qui lui veut construire carrément une ville pour accueillir les bureaux, mais aussi les habitations de ses employés. Donc ça s'appelle Facebook City, ou Z-Town, Z pour Zuckerberg. Et en fait, le but, c'est d'offrir aux employés de Facebook toutes les infrastructures qu'ils pourraient trouver dans une ville de taille moyenne. Centre-ville, villa, logement collectif ou appartement, crèche, hôtel, restaurant, supermarché, cinéma, toute infrastructure sportive ou de loisirs, afin toujours de garder l'employé au plus proche de son entreprise. Et en fait, quand j'écris cette chronique et que j'ai essayé de trouver des exemples par rapport aux GAFA, je me suis rendu compte que les GAFA, en fait, réinventent ou réappliquent quelque chose qui existait il y a 200 ans, qui est le paternalisme industriel. Quand les gens qui bossaient dans les mines ou dans les industries métallurgiques, avaient par leur patron des logements à loyer modéré, avaient le droit à une scolarité pour leurs enfants, à des allocations familiales que ne leur donnait pas l'État en fait. Et du coup, je me demande si les GAFA sont vraiment en train de repopulariser l'entreprise paternaliste, et si aujourd'hui, nous, en tant qu'individus, on cherche dans notre patron une nourrice qui s'occupe de tout pour nous et de nos proches. Flashty, quel est ton avis ? Alors, c'est la chronique que j'attendais, tu vois. Donc, merci pour cette chronique qui était vraiment intéressante. Et c'est vraiment une réflexion que j'ai aussi depuis un moment sans avoir formulé exactement comme toi. Mais j'ai l'impression effectivement que les GAFA ont vraiment réussi à révolutionner quelque part le management en réutilisant de vieilles recettes, donc celle du paternalisme, mais il y a vraiment une espèce d'innovation qui est quand même mise en place, toujours en allant dans le sens du bonheur de l'employé, mais avec une forte présence de la marque qui est une sorte de dieu, et avec un culte de la personnalité du chef, que ce soit Jobs, Bezos, Zuckerberg, Tim Cook maintenant à la place de Steve Jobs, etc. En fait, c'est les nouveaux gourous de notre époque, et en fait, les salariés sont un peu tous en quête de l'approbation et en même temps de l'aide que pourrait leur apporter le chef dans l'accomplissement de leur tâche. Donc effectivement, les GAFA, ils réinventent ce paternalisme, mais là où où je modaliserais, c'est que derrière les entreprises qui regardent le modèle des GAFA, c'est les startups aujourd'hui dans la tech. Et moi j'ai l'impression que par contre c'est un peu différent. Alors il y a cet aspect paternaliste parfois avec le CEO etc. Mais j'ai l'impression que niveau management c'est assez libre
et que ce sont des entreprises qui se cherchent beaucoup, qui tentent des choses, et c'est beaucoup moins figé qu'à l'époque du toyotisme et du fordisme. Donc oui, il y a des méthodes et des manières de fonctionner qui rappellent l'ancien temps, mais il y a une liberté quand même dans la mise en place, et il faut quand même le noter, à mon avis. Est-ce que tu irais à dire que c'est du paternalisme 2.0 ? Alors je ne dirais pas parce que j'ai une âme, mais effectivement, c'est... En fait, je dirais pas paternalisme, c'est qu'en fait... Alors je vais dire un truc un peu sale, mais ça réinvente un peu le concept de la secte. Enfin... Ouais, j'aurais dit le clan, mais c'est vrai. Oui. Tu as raison dans le fait, quand tu disais que les gens idéalisaient les CEO de ces GAFA, ou du moins leurs fondateurs. Et les gens qui travaillent dans ces entreprises sont ultra fiers d'appartenir à ce clan. Ouais. Il y a vraiment une culture d'entreprise très très forte que tu ne trouves pas forcément ailleurs. C'est ça, exactement. La marque, d'ailleurs on parle d'évangélisation quand il s'agit d'aller parler de l'entreprise à l'extérieur. Je pense que c'est pas pour rien. C'est vrai. Merci Flashty. Sous X, quelle est ta réaction à cette chronique ? Alors, déjà, j'avais pas compris tout à fait l'intérêt de la chronique à la première lecture, et là, ça m'a mis en colère. Par contre, sous X, tu as une espèce de tic de langage, c'est qu'à chaque fois que tu prends la parole, tu tousses avant. Oui, pardon, ouais, mais je l'enlèverai au montage. J'avais fait un effort jusqu'à présent, mais bon, ce soir, écoute, je suis fatigué. Il a pris Ce soir, je t'emmerde. Ouais, exactement. T'avais qu'à mettre ton téléphone sur silencieux, mec. Alors, est-ce que Ford a fait une bonne chose en inventant ce concept d'usine automatisée ? Je suis pas vraiment sûr que ça soit... Pas automatisé. Non, le travail à la chaîne. Oui, le travail à la chaîne. Donc tu automatises la production et du coup tu inventes le travail à la chaîne. Tu rationalises. Le découpage surtout. C'est pas automatisé, c'est... En fait, c'est une répétitif. personne, une tâche. Ouais, c'est ça. Oui, c'est le découpage en tâches. Oui, mais tout ça a été aussi possible par le fait d'installer des machines et des lignes de production qui remplaçaient le boulot de certaines personnes, déjà. Oui. Donc, oui. Tu prends un boulot où quelqu'un faisait quelque chose d'intéressant, où il bougeait plus, et tu le mets et tu le transformes en robot. Donc déjà, je trouve pas ça hyper sympa. Je l'ai connu à McDo, où effectivement, quand t'es dans la cuisine, c'est l'usine. Hein. Après, vous dites que les GAFA créent un cadre hyper sympa pour leurs employés. Ouais, super. Au final, tu les enfermes effectivement comme une sorte de secte, de communauté totalement détachée de la vie réelle. Et ces mecs-là, ils commencent par te créer le bouton like. Et puis 10-15 ans après, ils te disent oh, on a créé le diable. Youpi. Et 5 ans plus tard, t'as l'école des facs qui en parle. En mode alarmiste, au final. Donc ça te change, ce ton alarmiste. On n'avait pas l'habitude. Mais t'as pas tort. Ce que je comprends pas, en fait, là où je trouvais que le Fordisme et le Toyotarisme avaient un intérêt parce qu'ils produisaient vraiment quelque chose de concret, là où au final les gens du web le font peu, et je me mets en porte-à-faux en disant ça, mais c'est un petit peu ce que j'ai vécu quand j'ai fait mes études de graphiste. C'est-à-dire que on produisait pas quelque chose de matériel. Et du coup, on était beaucoup moins reconnus pour notre travail. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans les métiers du web. C'est que tu ne crées pas quelque chose de matériel. Et t'as l'impression de rien créer. Parce que c'est une industrie de service. Oui. C'est juste ça. Oui, mais aujourd'hui, c'est ce qui domine plus ou moins le marché du travail. Et je suis pas sûr que malgré toutes ces conditions idéales qu'essayent de créer les GAFA, les gens soient vraiment heureux dans leur travail. Tu peux pas dire ça non plus sous X. Je parle après. Désolé. Les gens, en tout cas, signalent qu'ils sont heureux de travailler pour ces entreprises-là, plus que n'importe quelle autre entreprise, service, industrie ou ce que tu veux. Bah ouais. Jusqu'à finir totalement essoré et en dépression.
Mais comme à l'époque Après, des t'as des extrémités partout, mais les gens qui vont travailler à l'usine Charal et qui vont faire des steaks toute la semaine, enfin toute la journée. Peux-tu, s'il te plaît, citer au moins 2 autres marques de Je suis végétarien, qu'est-ce que je te cite des marques de... Faites-le pour moi, quoi. Non, juste, sous X, tu veux pas dire ça, on produit pas rien dans l'industrie des... non, mais je le sais bien, mais moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, en fait, la valeur des idées aujourd'hui a peut-être plus de valeur que celle des bagnoles à l'époque, c'est tout. Non, mais pour ceux qui le font, oui, je suis d'accord avec toi, Flash, mais pas pour les gens qui le consomment. Oui, bah peu importe, ça. Parce que la reconnaissance, c'est ceux qui le font. Non, je suis pas l'éventuel problème, ce serait sur ceux qui le font, justement. Non, je suis pas d'accord. Si le salaire d'un designer aujourd'hui est plus élevé que celui d'un jardinier... C'est de la branlette cérébrale. C'est de la branlette cérébrale, tout ça. Non, mais s'il n'y a pas de révolution et s'il y a des clients, c'est pour une raison. J'ai l'impression que Sous-X est en mode post-capitaliste. Post-capitaliste et il souhaite remplacer Vas-y, Flash. Recadre le débat. J'étais pas hors sujet. Alors, moi, les exemples que tu donnes à la fin, je vais les découper en 2 morceaux. Il y a Amazon et ses Pizza Team, là, c'est vraiment du management de chercher l'efficacité. Je vois pas trop le paternalisme dans cet exemple-là. Il y en a pas trop, mais c'était ma transition entre le Fordisme et tout découpé. Ouais. Parce qu'en fait, c'est une autre forme de recherche d'efficacité, mais ça introduisait les GAFA et après, bam. Ouais. Et par contre, sur les 2 autres, Google avec son tout gratuit et Facebook avec son Facebook City, j'ai l'impression en fait, surtout là, ce sont des entreprises qui sont dans un pays particulier, les États-Unis. Et est-ce que ces entreprises seraient pas en train de compenser un problème qui viendrait de l'État? C'est un pays où ils ont très peur de l'assistanat. Ils ont une haine profonde justement de cette notion d'assistanat. Alors qu'en France, on a plutôt eu une politique d'État-providence qui veut subvenir aux besoins primordiaux des citoyens. De chacun. Pour qu'ils soient libres après derrière de s'épanouir dans leur travail, dans leur vie. Alors, je ne sais pas parce que juste pour te répondre sur ça, Google, enfin le tout gratuit pour les employés, ça marche dans toutes ces non, mais c'est sûr, mais c'est que j'ai l'impression qu'en France, il y a eu quand même des grandes évolutions de société et qu'on n'est plus... Enfin, je veux dire, la population a énormément augmenté, il y a eu des tas de besoins. On parle, par exemple, la sécurité sociale, finalement, fait vraiment le strict minimum pour le remboursement des frais médicaux, parce que je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il y a des abus, il y a énormément de demandes. Le trou de la Sécu est là et il est là pour longtemps, pour toujours peut-être même. Et donc, j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, ce retour au paternalisme d'entreprise, en fait, est-ce que ce serait pas un espèce de cycle vu que les États-providence, je dirais pas qu'ils sont en train d'échouer, mais sont sur une pente descendante, est-ce que justement c'est pas le privé qui reprend le... Peut-être. Non, mais tu as raison. Et c'est de là, le paternalisme a aussi inventé des choses. Un peu cette impression que j'ai. Le paternalisme a bien inventé des choses qui après ont été repris par les États, comme les allocations familiales. Donc tu as peut-être raison, Émeric. Kepra, quel est ton avis sur cette chronique, ta réaction, tes sujets? Alors je vais faire court, mais je trouve ça intéressant en effet la notion de caste ou de clan, et ce qui est le plus intéressant, je trouve, pour même réussir à faire un lien avec le post-capitalisme en la personne de Sous-X qui remplace Cosmoflash, c'est qu'on est vraiment en effet dans une ère du rien et du vide quelque part par rapport à ces méthodes de management dont tu parlais, parce que là, tout ce dont on parle avec les services qui sont apportés, même si dans le ressenti
par rapport aux employés, comment ils se sentent dans l'entreprise, tout est magnifique, mais on a les plus basses anciennetés moyennes dans toute l'industrie déjà des services, mais au global, on a des moyennes qui sont minables. Par exemple, le temps moyen passé chez Apple est de 1,85 années. C'est pas beaucoup. Chez Amazon 1,84, chez Google 1,90. Attention, Facebook sauve toute la moyenne avec 2,02 années. Incroyable. Et alors le pire étant... Juste, tes stats, elles sont monde ou elles sont US? Il me semble que c'est monde. D'accord. Il me semble que c'est monde. Je pose la question parce que le droit du travail n'est pas pareil partout. Tout à fait. Et chez Uber... Alors là, c'est le summum. 1,23 ans passé chez Uber. Donc en fait, c'est vrai que Est-ce que ça compte les chauffeurs? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Alors C'est peut-être pas chez des Uber, employés Uber. mais en tout cas pour Google, c'est pas ça tient pas compte des chauffeurs. Ça compte pas les chauffeurs parce que les chauffeurs ne sont pas employés d'Uber. Ouais, donc je pense que ça dépend des endroits. C'est vrai. Mais toujours est-il que, en effet, c'est drôle de constater que il y a plein d'initiatives de management qui sont mises en place, des choses qui rendent le travail dans ces entreprises-là magique, magnifique et qui fait rêver tout le monde de travailler là-bas. Mais concrètement, on se rend compte que par rapport à des bonnes vieilles cogip où les gens passent 15, 20, 25 ou 30 ans, dans ces entreprises rêvées, on ne passe pas plus de 2 ans. Donc c'est intéressant. Merci Kepra. Clems, quelle était ta réaction à la chronique de Loise? Alors, ce qu'a dit Kepra introduit tout à fait ma propre réflexion. Moi, je pense que la question, en fait, c'est pas tant est-ce que les salariés cherchent une nounou paternaliste. Je pense que c'est plutôt pourquoi est-ce que les GAFA jouent au nounou. Parce que faut pas se leurrer, Facebook, Google, etc. À mon sens, ils font pas ça par pure bonté d'âme. C'est pas pour que leurs salariés se sentent mieux, c'est pour qu'ils bossent plus. Quand on t'offre le petit déjeuner, déjà tu vas venir bosser plus tôt. Quand ta boîte elle te fournit un logement sur son campus juste à côté de là où tu travailles, tu vas rester plus longtemps au boulot, tu reviendras plus facilement, tu feras plus d'heures sup, etc. On peut prendre l'exemple de certaines boîtes aussi qui la jouent super cool et qui disent à leurs employés vous pouvez prendre autant de congés que vous voulez. Vous êtes en vacances illimitées. Et on a vu que statistiquement, toutes les personnes dans ces entreprises-là prennent moins de vacances que la moyenne. Parce qu'eux, ils se foutent la pression tout seuls pour plein de raisons. Mais en tout cas, sous cette image cool, je pense qu'en fait, les GAFA, elles font ça simplement parce qu'elles veulent faire bosser les gens plus et faire plus d'argent. Donc quand les gens y travaillent, oui, ils sont très satisfaits. Mais comme le disait Kepra, le taux de roulement est super important. Et finalement, le Fordisme, c'était au profit des patrons, pas au profit des salariés. Et je pense que la politique des GAFA, c'est la même chose. C'est vrai. Mais on est très Mélenchon aujourd'hui. Hein. Je me demande pourquoi les employés l'acceptent en fait. Parce que il y avait une stat, c'était chez Google, pour un poste, tu as 0,3% de chance d'être pris, tellement ils ont de candidatures. Alors, je pense que les gens y vont parce que c'est une ligne qui fera toujours bien sur le CV, mais n'y restent pas parce qu'ils ont tellement la pression. Pour le personal branding. Et effectivement, quand tu sors de ces boîtes-là, après, tu peux aller partout. Et puis c'est un peu le meilleur des mondes, quoi. C'est vraiment l'illusion d'un monde parfait. Ouais, jusqu'à ce que tu tombes en dépression et que tu craques parce que t'as fait trop de crunch, trop de méthodes agiles. Ah, les crunch. Alors, si tu pouvais nous citer 2-3 autres marques de snacks. Raider. De barres chocolatées. Raider. Monsieur a regardé Dark. Ah bah oui, j'ai adoré Dark, mais bon. Il y a une marque de barres chocolatées en Pologne qui s'appelle 3 bits. Merci pour cette information. Merci François. D'ailleurs, c'était à toi de réagir sur cette chronique. Un petit point architecture. Parce que en fait, en écoutant ta chronique, je me suis aperçu que c'était pas mal lié, que toutes ces inventions managériales étaient pas mal liées en fait à l'architecture. Par exemple, l'open space a été rendu possible en fait avec la possibilité de construire des bâtiments sans murs porteurs et donc d'avoir des grosses superficies ouvertes. Pareil, on voit avec le Google et les Facebook villes, c'est aussi un autre aménagement du territoire.
avec des gros espaces loisirs, etc. Et pareil au tout début, les cités minières où voilà, c'est pareil, un autre type d'aménagement du territoire. Et quoi, c'est peut-être un truc, une thèse à explorer, justement, à creuser. Mais sur le sujet en lui-même, avec le Fordisme, donc tu avais une division du travail en petites tâches pour la rapidité. Alors qu'avec, je sais pas comment t'appelles ça, le googlisme, t'as un aménagement du travail pour améliorer la créativité ou sinon pour améliorer l'esprit, je sais pas, l'esprit d'équipe quelque part. Je pense qu'avec les loisirs etc. Mais pour revenir à la créativité, je sais pas si tu as des bons résultats si tu enfermes les gens 24 heures sur 24 dans tes propres villes, sur tes propres campus. À mon avis, c'est pas comme ça que tu développes l'esprit créatif. Voilà. Pour revenir pour l'esprit, la création de l'esprit d'équipe, je pense que là, on va faire des gros efforts, notamment grâce à l'intelligence artificielle, mais ça, ce sera le sujet d'une prochaine chronique. Clems, tu voulais ajouter quelque chose ? Ouais, je voulais réagir à ce que vient de dire François. Je pense que tu oublies une étape, en fait. Oui, par rapport au Fordisme, ils veulent améliorer la créativité, mais pourquoi ils veulent améliorer la créativité ? Pour améliorer la productivité. Donc en fait, c'est juste rajouter une étape, mais le but est le même. Oui et non, parce que dans le Fordisme, tu n'as pas à créer, quoi, tu dois juste faire ta tâche, alors que dans le googlisme, tu dois quelque part inventer des nouveaux modèles, inventer de nouveaux usages, inventer des nouvelles applications. C'est ça ta tâche. Oui, c'est ce que tu dois produire. Tu produis pas des pièces de métal, tu produis des idées, mais c'est quelque chose que tu produis quand même. Ouais, mais justement, c'est aussi ce que je dis, c'est comment produire plus d'idées alors que tu es H24 enfermé. Entièrement pour produire des idées, non, faut t'aérer, faut voir ailleurs. En fait, c'était ça mon idée. Ah mais justement, le problème de ces GAFA, c'est qu'ils s'imaginent que en ayant un accès sur Internet, sur le monde, tu vas pouvoir t'ouvrir, alors que c'est pas le cas, alors en fait. Tu t'enfermes. Oui. Alors que rien ne vaut une bonne session d'Urbex pour trouver de nouvelles idées. Est-ce que justement les campus des GAFA, ce serait pas un petit peu des tapis d'éveil à grande échelle ? Un peu, moi je suis d'accord. Taille adulte. Oui. Non, mais tu rigoles, mais moi je pense que oui, que ça permet justement de stimuler, d'ailleurs, le design d'intérieur des grandes startups, quand tu vois un peu comment elles sont organisées. Parce qu'en fait, ils sont pas enfermés au final. Ils sont. Non. En fait, le design d'intérieur et ce qui est autour, ça favorise la réflexion et la créativité des gens. Non, mais en fait, j'ai l'impression qu'on est passé d'une chronique qui demandait que pensez-vous des nouvelles méthodes de management, est-ce que les GAFA ont révolutionné le management, à quels sont les effets pervers du management des GAFA, et j'ai l'impression qu'on est en train de faire une charge. On est en train de faire une charge contre le management. Non, on fait pas une charge, on fait une critique. Je sais pas si c'est vraiment des sujets qu'on peut critiquer, parce que de toute façon, on vit dans une société capitaliste, on l'a accepté. Heureusement, malheureusement, et que dans tous les cas, il faut produire. Et pour produire, il faut qu'il y ait des gens qui produisent. Et pour que les gens produisent... Startup Nation, mon pote. Il faut qu'ils soient tous réunis quelque part. Et pour ça, il faut gérer les gens, parce que les gens... Hashtag les gens, quoi. Donc, hashtag les gens. Mais écoute, non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, on l'aura fait aujourd'hui. Ce que je te propose, c'est de faire écouter cet épisode à Cosmo Flash et éventuellement qu'il nous fasse un petit outro, histoire d'avoir son avis de post-capitaliste. De gaucho. Par contre, Sous-X, tu as oublié de te racler la gorge avant de prendre la parole. Tu as vu, j'apprends tellement mais vite. Quel relou. Depuis tu peux le faire, là. Allez, on va s'arrêter là et passer au tweet post-like pour terminer cet épisode. Tweet post-like, on sonne la fin de la récré. Allez, on enchaîne avec le TPL de Kepra. Alors, j'ai découvert en cette fin janvier que le réchauffement climatique avait des impacts bien plus importants et bien plus rapides que ce qui était prévu. Et ça se passe dans le Moyen-Orient, car le Louvre d'Abu Dhabi a mis en avant une carte du monde
dans laquelle le Qatar, cette presqu'île assez petite, si vous avez quelques petites notions de géographie, c'est pas rien, avait totalement disparu en fait, ce qui a causé quelques petits soucis géopolitiques dans la région, vu le contexte. Mais donc ça c'était assez intéressant. En plus c'est dans la partie du musée qui s'adresse aux enfants, donc une bonne manière de bien élever les enfants pour leur faire apprendre la géographie du monde. Ils n'avaient pas assez de place pour situer la porte d'Auteuil et la porte de Saint-Cloud, c'est tout. C'est ça. Pas mal. Elle est bonne. Je l'ai. Moi, je l'ai pas, tu peux expliquer? C'est parce que le Parc des Princes se situe entre la porte d'Auteuil et la porte de Saint-Cloud à Paris. Et que le Parc des Princes appartient aux Qataris. Podcast, un média parisien. Plus pour très longtemps. Alors, moi, mon tweet post-like, c'est un tweet de la NASA, d'un compte de la NASA, qui tweet l'espèce de petite danse que fait la Lune, en fait, si on la fixe, si on la suit en la regardant de face, en mettant par exemple un truc en orbite devant. Et en gros, on se rend compte qu'elle joue un peu, qu'elle bascule sur son axe. C'est assez sympa à regarder et c'est toujours sympa de voir des images d'astronomie. Parce que la science, c'est cool. Oui. Dis-moi, François, tu te plains de mes... Alors, mais tu ne dis jamais rien quand Émeric fait... Non. C'est vrai. Je n'avais pas remarqué. On va enchaîner. François Courtis, quel est ton tweet post-like? Alors pour moi ce sera un tweet en néerlandais. Donc c'est What is your favorite crypto-coin ? #Bitcoin. Et en fait ce tweet était retweeté par Adrien Larouzet avec le commentaire suivant: le néerlandais et cette impression de lire des tweets d'anglais bourrés. Mais c'est tout à fait vrai, hein. T'as vraiment l'impression de lire un mec bourré, quoi. Ouais. What is your favorite crypto-coin ? Flashty, quel est ton tweet post-like? Mon tweet post-like, c'est un tweet qui a été lancé par Pacific Rim Uprising Movie, donc le Pacific Rim Movie, pardon, le compte Twitter du prochain Pacific Rim qui sortira dans les salles très prochainement, cette année. Et donc ils ont lancé le nouveau trailer sur la page. Donc il faut savoir que le compte de Pacific Rim compte 13 800 abonnés et que malheureusement le nouveau trailer, qui est censé être un événement, n'a recueilli que 93 retweets et 9 commentaires. Autant dire que le bruit médiatique pour ce gros blockbuster américain est un peu faible. Et vu la qualité de la bande-annonce et même du premier film, on peut se dire que c'est un film qui va être facilement oubliable. Mais bon, comme quoi, hein, on peut avoir une grosse communauté d'abonnés, mais pas beaucoup d'engagement. Puisque tu as l'air au courant, Flashy, ouais. Je n'ai pas fait. C'est nouveau ça de créer en fait un compte pour chaque film qui va sortir. Ah non, si tu regardes par exemple, chez la Fox, par exemple, pour le film New Mutant, ils ont créé un compte Twitter New Mutant qui se contentait de poster des vidéos, des images promo pour le film à venir. C'est une nouvelle tactique, une nouvelle technique de promo qui a son intérêt, mais qui du coup est assez compliqué quand on n'arrive pas à réunir une communauté d'humains et qu'on a 90% de bots. Ok, merci. Et c'est sur ce cours de marketing cinématographique que l'on conclut cet épisode 20 de l'école des facs. Chères auditrices, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous envoyer plein d'amour sous forme d'étoiles sur iTunes. D'ailleurs, s'il y a des sujets sur lesquels vous souhaitez nous entendre, vous pouvez nous les suggérer dans un commentaire 5 étoiles et on se penchera dessus, promis. Si vous souhaitez réagir et pourquoi pas intervenir dans un prochain épisode, faites-nous signe. On est présent sur Twitter et Facebook, @École des Facs, et comme l'a dit Sous-X, on est maintenant sur YouTube. Et je suis à jour, L'École des Facs podcast. Oh, tu es à jour. Je suis à jour. Magnifique.
Et vous pouvez également retrouver les liens de l'émission sur notre site écoledesfacs.fr. Je te remercie encore Clems d'être venu dans cet épisode. Merci beaucoup, Clems. Merci Clems. Merci. Merci Clems. J'adore Merci ta à série tous pour votre accueil. sur TF1. Après, Alors, c'est quoi dans la prochaine saison? Je l'ai pas. Alors justement, des Clems, jumeaux, mais c'est à pas- part sur TF1, où peut-on te retrouver ? Eh bien, vous pouvez me retrouver de façon irrégulière, mais toujours là, sur Ramène ta science, geekzone.fr. D'ailleurs, nous avons, ça y est, décidé de la thématique du prochain numéro. ouh, Ah, teasing, allez, on dis-nous. peut savoir. Ah, bien, en exclusivité, je l'annonce ce soir, le prochain numéro parlera de génétique. Ah, Cool. pas mal. C'était bizarre comment j'ai dit pas mal. Ouais, c'était condescendant, mais bon, on a l'habitude avec toi. Ça m'intéresse. C'est pour ça qu'on a laissé ce silence gênant. Je peux le refaire avec ma vraie intonation, s'il vous plaît, parce Vas-y, que c'est fais-le. vraiment étrange. Non, finalement, j'en fais pas parce que ce serait bizarre. Mais ça m'intéresse vraiment. Mais écoute, il y a plein de trucs super intéressants à raconter sur le sujet. Et puis beaucoup de choses à débunker aussi. Il y a plein d'idées reçues. Bon, bah, c'est puis, cool. Yes. Ça va être Et est-ce chouette. qu'on peut citer les autres podcasts de Geekzone? Bien sûr, sur Geekzone, il n'y a pas que Ramène ta science. Vous pouvez aussi écouter Dans le canap' à peu près tous les mois, présenté par Faskill. Torréfaction, qui fait un petit récap de l'actu tech toutes les semaines, tous les vendredis matins. Et puis les clairvoyants, une fois Oui. par mois, pour parler du Marvel Cinematic Universe. Invitez-moi, je vous aime. Je passe le mot, promis. Encore merci Clems. Et mes amis, je vous laisse le mot de la fin. Jean-François Copé. PUBG. L'école de la FNAC. Pim pam poum, on a besoin d'argent, s'il vous plaît. Ah oui, merci à tous les tipeurs. Hein. Merci à Jérémy, Lucas, François, Enzo87, Martine du 18 et bien sûr l'abonné du numéro 1, j'ai envie de dire Emmanuel M. Merci à toi. Et Pomme, merci. Merci, Paul. Allez. Comme une pomme d'amour. Oui, merci Pomme. Allez, à dans 2 semaines. Ciao, ciao, tout le monde. Ciao. Salut. Salut à tous, bienvenue dans l'école des facs. Je suis Android 482.